Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour votre participation à la conférence Santé auditive, forme et vitalité au travail. Mais pas que, nous allons voir comment nos oreilles peuvent au quotidien nous aider à être en meilleure forme. Et oui, nous allons aller au-delà du seul angle du handicap et de la lutte contre les risques de surdité. Les oreilles, c'est bien entendu ça, mais ce n'est pas que ça. Merci à la direction RSE, à la QVT, mais également au service de santé au travail du CEA, de nous permettre cette petite fenêtre de présentation sur la santé auditive au travail et la découverte de nos oreilles autrement. Je me présente, je suis Sébastien Leroy, porte-parole, responsable des programmes de l'Association Journée nationale de l'audition, association neutre et indépendante pilotée par des médecins ORL, chefs de service ORL dans les CHU de France depuis 25 ans maintenant, et qui organise chaque année la campagne nationale santé auditive, forme et vitalité au travail tous les mois d'octobre, mais aussi la journée nationale de l'audition qui est un petit peu plus connue tous les mois de mars, tous les deuxièmes jeudis du mois de mars de chaque année, et la prévention fête de la musique et festival de l'été. L'objectif de nos fondateurs, sortir l'oreille de l'oubli de notre schéma de santé, mais aussi de notre relationnel, car l'oreille joue sur les deux. Nous allons le voir de suite ensemble. Et effectivement, cette conférence a pour but de vous faire découvrir les nouvelles sources de potentiel. Comment notre oreille, aujourd'hui, grâce aux nouvelles connaissances en neurosciences, nous savons que notre oreille est aussi et avant tout au service de notre cerveau et à travers ça, de notre cerveau et de nos centres nerveux, de nos centres émotionnels. Tout est relié, tout est connecté, mais l'oreille est une courroie de distribution vers tout ça. Alors comment, pourquoi, effectivement, pendant longtemps, et c'est là notre ravissement aujourd'hui de cette conférence, de pouvoir vous présenter les derniers apports en neurosciences. Et vous voyez la nouveauté pour nous et pour vous, et cette petite vignette du cerveau qui est intégrée à droite de votre écran. Pendant longtemps, en prévention santé, dans les approches handicap, dans les approches lutte contre les risques de surdité, et notamment surdité professionnelle, on s'arrêtait à vous présenter l'oreille, les mécanismes de l'oreille, jusqu'à l'escargot mauve qu'on appelle la cochlée. Mais avant d'arriver à l'escargot mauve, euh, nous allons démarrer. Effectivement, il y a des pavillons, pavillons. Et l'oreille, elle est magique parce que tout est vraiment très individuel, très personnel dans l'oreille. Déjà, le pavillon, on a l'impression pardon, que le pavillon, tous les pavillons se ressemblent de l'oreille. Mais non, nous avons un pavillon qui est dessiné de manière différente des autres. Et puis, ce pavillon, vous voyez qu'il mène au conduit auditif et que pavillon plus conduit auditif, c'est un peu comme un cône, tout simplement. Chaque pièce a sa raison d'être. Et là, effectivement, le son, ce sont des ondes sonores qui font vibrer, qui vibrent dans l'air. Et vous voyez que le cône amène les ondes et les ondes doivent arriver au tympan hein, dans le système auditif. Mais pour bien arriver au tympan, le long du conduit auditif, il y a une petite cire qui nous dérange un petit peu tous, hein, cette fameuse cire qu'on appelle le cérumen, qui est un peu jaunâtre et qu'on a tendance à vouloir enlever avec les cotons-tiges et même pire avec les peignes métalliques, là, les peignes à cheveux métalliques, et on va gratouiller. Mais à force de gratouiller, on enlève la petite cire qui protège également la peau qui est de long du conduit auditif et du coup, on crée des eczémas dans le conduit auditif, ça gratouille de plus en plus. C'est pour ça que déjà, les cotons-tiges, on n'est pas très favorable, les peignes à cheveux encore pire. Mais aussi, on peut possiblement toucher le tympan en poussant le coton-tige au fond. Et puis, plutôt que d'enlever le cérumen, ces petites croûtes-là de cire, on a tendance, avec le coton-tige, à les pousser au fond devant le conduit auditif et ça bloque le conduit auditif. Pardon, ça bloque le tympan. Le tympan, lui, il est important puisqu'il va mettre en vibration, les ondes vont arriver sur lui. C'est une fine membrane, le tympan, et qui va se mettre à vibrer. Mieux il vibre, et mieux vous comprenez que tous les mécanismes derrière s'activent. Et on va activer les osselets de manière mécanique, comme des petits Legos, là, les trois osselets qui sont emboîtés les uns avec les autres de manière mécanique le marteau, l'enclume et l'étrier. Et le tympan, le marteau, l'enclume et l'étrier ont un rôle aussi d'amplification naturelle. Ça va déjà amplifier les sons. Hein. Et puis, ça va aussi pousser
L'escargot là qui est un milieu fermé, vous voyez que c'est fermé là, tout simplement parce qu'on est dans un milieu liquide et dans ce milieu liquide baignent les fameuses cellules sensorielles de l'oreille, ce trésor de seulement 15 000 cellules ciliées, ces cellules sensorielles de l'oreille qu'on appelle les cellules ciliées, tout simplement parce que c'est comme des petits cils et ces petits cils vont tapisser, ils tapissent tout le long du mouvement de la coquille d'escargot, de l'extérieur vers l'intérieur. Chacune des cellules sensorielles, des paquets de cellules ciliées, est reliée à la perception des fréquences. Donc, à l'entrée, perception des aigus, ensuite on avance, médium et les graves. C'est pour cette raison que lorsque, avec le vieillissement, apparaît la perte auditive, on perd d'abord en capacité de perception des aigus. Peut-être que vous l'avez lu dans la presse magazine, mais également entendu à la radio qu'on perdait d'abord en acuité des perceptions aiguës vers 60 ans. On verra à quoi ça correspond. Voilà. Et ces petites cellules sensorielles de l'oreille, qui sont peu nombreuses, de l'ordre de 15 000, vont venir piquer le nerf auditif pour que le cerveau décode. C'est ça l'enjeu phénoménal, c'est que le cerveau puisse décoder facilement, simplement, sans gêne, sans être perturbé dans la qualité des informations qu'il perçoit au quotidien. Hein. Donc, on va tout de suite voir, vous voyez déjà, le cerveau est hyper important, que la finalité de tous ces mécanismes de l'audition, c'est bien la bonne fluidité du décodage par notre cerveau. Ce qui va venir déranger tout ça, c'est qu'effectivement, ça repose beaucoup sur ce trésor de 15 000 cellules sensorielles. C'est peu par rapport aux autres organes du corps qui est constitué de milliards de cellules qui en plus se régénèrent. Les cellules ciliées, elles, sont peu nombreuses et ne se régénèrent pas. Quand elles sont abîmées, elles se laissent mourir, elles disparaissent. C'est déjà un premier principe. Aujourd'hui, nous ne savons pas remplacer les cellules. On essaye en laboratoire de les reproduire, mais nous ne savons pas le faire. Enfin, nous savons les reproduire, mais nous ne savons pas faire en sorte qu'elles restent greffées, qu'elles tiennent bien. Euh, et puis, dans la perte auditive liée à l'avancée en âge qu'on appelle la presbyacousie, qui est à peu près l'équivalent de la presbytie pour la vue, vers 50 ans, presbyacousie pour le reste, c'est un phénomène naturel, naturel pour une grande majorité des humains de la planète. Sauf que, je dis bien une grande majorité, pas la totalité, parce qu'il y a le caractère génétique qui va rentrer en compte et qui va donc, du coup, ne pas toucher tout le monde. On n'est pas tous égaux face à tout ça. Et vous voyez qu'il y a encore quelque chose de très personnel, très individuel dans cette affaire de l'oreille et du cerveau. Parce qu'au cœur de ces interactions entre le cerveau et l'oreille se situent les trois fonctions essentielles pour nous depuis notre naissance et ces trois fonctions vives, sont au cœur, au service de notre développement, de notre vie au quotidien, de notre bien-être, de notre santé, de notre bien-être avec les autres. Les trois fonctions, la communication, c'est la plus évidente pour vous, hein, la communication. Effectivement, grâce à l'oreille, aux interactions avec le cerveau, on apprend le langage oral, ce qui nous permet d'échanger, etc. Mais attention, je vous l'ai bien dit, le cerveau décode en permanence. Entendre va être possible dans la majorité des cas, sauf si, bien entendu, le capital auditif est vraiment extrêmement réduit. Et dans ce cas, on a aussi des solutions pour aider. Mais dans la majorité des cas, entendre va toujours être possible. Par contre, bien entendre, c'est différent. Ça veut dire arriver à bien décoder les informations sonores, à bien distinguer pour pouvoir suivre les conversations dans le bruit, notamment, toutes choses égales par ailleurs, mais pouvoir suivre les conversations de manière instantanée, etc. À partir du moment où on rend la chose difficile, le cerveau va beaucoup plus peiner et vous comprenez qu'en peinant un peu plus, eh ben, il va mettre plus de temps, il va consommer plus d'énergie, mettre plus de temps à traiter les informations, ça va générer du stress, on ne va pas se sentir à la hauteur, plein d'incidences, hein, et à force nous rendre nerveux, etc. Et on va voir qu'est-ce qui peut, dans cet enchaînement, déranger la bonne compréhension, hein. Mais c'est important, vous voyez, de bien faire la différence entre entendre et bien entendre, et justement d'entendre que entendre la radio qui est là en trame de fond, on va entendre que les gens parlent, mais qu'est-ce qu'ils disent réellement? Est-ce qu'on arrive à bien distinguer, à discriminer au sens de nos praticiens orthophonistes, bien distinguer la parole, discriminer?
2 autres fonctions qui jouent dans notre quotidien, mais qui sont peut-être moins évidentes pour vous, mais qui nous expliquent plein de choses. C'est par exemple l'alerte, là, qui est dans le petit cercle orange. La fonction d'alerte, elle est directement reliée. Ça, les sons arrivent par le pavillon, le conduit auditif, jusqu'au cerveau. Et qu'est-ce qui va analyser que nous sommes en danger ou non? C'est notre cerveau grâce aux informations sonores reçues de nos petites cellules sensorielles. Donc, vous voyez que la fonction d'alerte qui va être reliée du coup à notre système d'instinct de survie. Si vous êtes dans la rue, que vos petits yeux se ferment parce qu'il y a du soleil en face et vous avez envie de traverser, et que vous n'entendez pas la voiture, vous allez peut-être mettre le pied sur le passage piéton. Alors que si effectivement vous arrivez bien à vous appuyer sur ce radar qui est l'oreille, bah, vous n'allez pas traverser puisque vous allez entendre que la voiture arrive. Ça, c'est le cas extrême. Mais quand on est sur les espaces de travail, sur les espaces ouverts, collectifs, qu'il n'y a plus de porte, où on signifie qu'on arrive dans le dos et que on n'entend pas que la personne arrive dans le dos, on va sursauter. Sursauter une fois, deux fois, trois fois, ça va devenir désagréable, on va devenir un petit peu plus crispé, notamment dans la relation aux autres. C'est ça le système d'alerte, et vous voyez qu'il nous joue des tours au quotidien dans la vie collective en dehors, effectivement, d'être un vrai socle de sécurité intérieure. Et cette fonction d'alerte est extrêmement importante parce que vous avez vu, vous percevez bien que vos yeux ont des paupières, que les oreilles sont sans rien. Elles n'ont pas la capacité de muter, elles ne se régénèrent pas. Et en plus, elles n'ont pas de paupières, de clapet pour les fermer lorsqu'il y a un bruit qui peut nous mettre en danger, enfin qui peut mettre vraiment en danger les cellules de l'oreille. Tout simplement, c'est la fonction d'alerte qui nous explique que c'est un vrai radar sensoriel en permanence et que s'il y avait des clapets, on serait en danger vu qu'il y a déjà les yeux qui se ferment. Voilà, vous voyez que chaque chose, ce qui est magique, hein, mais chaque chose a sa raison d'être, et là, le fait qu'il n'y ait pas de clapet a aussi sa raison d'être. Ce qui impose que quand il y a des bruits dangereux pour l'oreille, qui ne sont pas bons, toxiques pour l'oreille, ben, c'est là où il nous faut mettre des protecteurs ou se protéger de différentes manières, dont le port des protecteurs contre le bruit. Troisième fonction clé, les émotions, qui est là aussi riche en apprentissage dans la vie de tous les jours, sur les open space, dans la rue, dans le télétravail. On va parler du télétravail aussi. Les émotions, un petit peu plus loin peut-être de notre connaissance, de notre évidence. Les émotions, il y a deux facettes dans les émotions. Depuis le septième mois, nous percevons les sons, le septième mois de vie fétale, hein, pardon, nous percevons les sons. Et à chaque son, après notre naissance, on va continuer ce champ de perception sonore avec plaisir, mais pas que, il y a parfois des déplaisirs. Et sur chacun des sons, on va associer un filtre agréable, désagréable. Et ça va être strictement individuel. Ce qui fait que le son pour Roseline peut être différent, peut être désagréable du son apprécié de manière désagréable par Dominique, hein, sur le même espace de travail, et inversement. Chacun a son filtre individuel, personnel, par rapport aux sensations agréables, désagréables, aux sentiments par rapport au son. Ça, c'est la première facette. Deuxième facette, tous, on va être au cours de la journée, et on va voir pourquoi, on va être gêné sur la compréhension de la parole à cause du bruit. Et on va se mettre à parler plus fort naturellement. Et en parlant plus fort, on va tirer sur les cordes vocales. Plus on tire sur les cordes vocales, moins on module sa voix et moins on transmet des émotions. Ce qui fait qu'en cours de journée, un collègue peut considérer que vous avez des sauts d'humeur, alors que ce n'est pas votre intention. C'est la première chose. Et puis, bien entendu, si une gêne auditive s'installe vraiment, un trouble de l'audition s'installe, qu'on entend moins bien sa voix, ben c'est le même processus. On va parler plus fort, naturellement, tirer sur les cordes vocales et effectivement, moins transmettre d'émotions. Donc, vous voyez comment ces trois fonctions clés qui sont vraiment dans cette interaction cerveau-système auditif, mécanisme de l'audition, nous jouent des tours, mais aussi, plus on va les rendre évidents, plus vous savez des vrais leviers pour gagner en santé, gagner en forme, en vitalité et en qualité de vie ensemble. Et effectivement, on voit bien hein, qu'on peut gagner en qualité de vie ensemble pour éviter tous ces phénomènes de nervosité, d'incompréhension liés au fait qu'on parle plus fort, on tire sur les cordes vocales, on transmet moins d'infos, moins d'émotions, pardon.
Ça va jouer, sur notre équilibre général, notre équilibre mental, parce que c'est vrai que si on a un trouble de l'audition non repéré aussi, on va se mettre à l'écart des autres et le meilleur des stimulants pour notre morale, pour notre cognitif, c'est la relation sociale. Et donc, vous voyez quand vraiment on a une capacité encore à agir là-dessus qu'on a, complètement délaissé. On a tellement été sur l'idée qu'on s'occupe de l'oreille, que quand il y a bobo, que quand il y a, vraiment difficulté, qu'on en a oublié que c'était un sens, au service de notre éveil du quotidien et de notre relation, pour être bien, bien vivre et bien vieillir. Donc pour éviter tous les effets dominos, il nous faut agir. Il nous faut agir sur quoi? Sur les gènes de bruit qui provoquent les difficultés de compréhension de la parole, et il y en a plein de gènes de bruit qui vont momentanément, des gènes momentanés de compréhension de la parole, on va pouvoir agir, on va voir tout de suite. Puis bien entendu, les troubles de l'audition qui s'installent, qu'on ne repère pas, puisqu'encore un Français sur deux n'a jamais consulté de médecin ORL dans sa vie. Donc du coup, le dépistage de l'audition, le repérage n'est pas encore généralisé, systématisé. Hein, on a tendance un petit peu à oublier l'oreille dans notre schéma de santé. Et pourtant, il y a différents grains de sable dans les rouages qui vont venir compliquer les choses. Alors, les plus connus, ça va être ceux qu'on a eus dans l'approche de lutte contre la surdité, les traumatismes sonores aigus, c'est-à-dire un bruit intense qui vient d'un seul coup, un pétard, par exemple, qui est vraiment, qui nous pète aux pieds et qui vont venir donner une grande claque aux cellules sensorielles de l'oreille. Elles vont être possiblement abîmées. Et quand elles s'abîment, à partir de ce moment-là, elles se laissent mourir, donc elles disparaissent. Le traumatisme sonore chronique, qui est en fait des petites claques répétées. Vous faites du bricolage sans protecteur, par exemple, la perceuse électrique, la scie circulaire, qui sont à des seuils sonores au-delà des 80 décibels. On sait qu'à partir de 80 décibels, l'oreille est potentiellement en danger. Petit repère, le smartphone à plein volume est à 100 décibels. Vous mettez votre molette de volume à fond, vous êtes à 100 décibels, c'est-à-dire au-dessus du seuil de dangerosité pour les cellules de l'oreille. C'est pour ça que dans la loi de santé, on a inscrit le seuil à 80 décibels. À partir de 80 décibels, on doit urgemment mettre en place des choses pour réduire les émissions sonores et protéger les salariés par des protecteurs. Et puis, je vous ai parlé de la presbyacousie, effectivement, ce phénomène naturel vers 55-60 ans de perte des capacités auditives avec l'avancée en âge. Et au quotidien, ce qu'on connaît moins, qui fonctionne de manière très insidieuse, ça va être le stress acoustique. Les expositions sonores, ce sont le bruit, si vous voulez, de la rue, sur l'open space, du smartphone, des écouteurs dans les oreilles, de la télé, etc., du lever au coucher. Ce sont des expositions sonores, c'est de la quantité d'énergie physique exercée sur les mécanismes de l'oreille. Et ça, ce qu'on appelle le stress acoustique. Toutes ces expositions sonores, cette quantité d'énergie qui forme une dose, va constituer un stress acoustique. C'est-à-dire que ça va venir stresser les cellules sensorielles de l'oreille, qui plus elles sont stressées, plus elles sont engorgées, vous comprenez que plus il est difficile de bien transmettre des informations facilement décodables par votre cerveau. Là-dessus, nous avons un vrai levier. On se fait piéger tous au quotidien en oubliant ou par méconnaissance de ces mécanismes. Et là, nous avons un vrai levier individuel et collectif, que ce soit pour notre hygiène de santé et de vie au quotidien ou que ce soit sur les espaces collectifs de travail. Donc, nous pouvons vraiment travailler là-dessus ensemble pour réduire les sources de stress acoustique de manière individuelle et collective. Et effectivement, ça se joue. Et peut-être vous vous rendez compte qu'au cours de la journée, quand on est en présentiel, en temps normal, sur des espaces collectifs, on va tous avoir tendance, notamment en cours de journée et plus particulièrement l'après-midi, à se mettre à parler plus fort et qu'il y ait de plus en plus de sensations d'un niveau sonore qui augmente au cours de la journée. Tout simplement parce que l'oreille fatigue, et plus l'oreille fatigue, plus on va se mettre à parler tous plus fort, hein, etc., etc.
Donc pour éviter tout ça, bien entendu, dans la réglementation du travail, au-dessus de 80 décibels, c'est une obligation. En dessous de 80 décibels, c'est les programmes de santé, qualité de vie au travail, bien vivre ensemble, qui vont prendre en charge cet objectif de réduction du bruit. Cette réduction du bruit, on va la travailler de manière à travers d'un triptyque, qui est vraiment les trois angles du triptyque sont vraiment nécessaires. D'abord les matériels. Bien entendu, les fabricants vont viser à réduire, l'émission sonore de votre imprimante collective. Par exemple, l'imprimante collective, soit on va la mettre sur l'espace de travail, mais on va l'entourer de panneaux acoustiques pour réduire la propagation, pardon, du son de l'imprimante, ou on va la mettre dans une pièce dédiée. On va travailler l'acoustique, hein. Effectivement, vous avez vu apparaître des panneaux au plafond, des panneaux acoustiques, des panneaux au mur, de nouveaux revêtements au sol. On a changé les armoirettes avec des matières beaucoup plus absorbantes. Et puis, on va travailler la circulation du son sur l'espace. Ça, c'est l'acoustique. Et puis, bien entendu, ces 2 choses, pour les optimiser, il faut aussi, travailler nos comportements individuels et collectifs. Veiller à notre voix, à la force de notre voix. Il y a des familles qui, par habitude, par mimétisme, parlent très fort. Donc quand la personne arrive sur l'espace de travail, par réflexe, elle va se mettre à parler plus fort. Pas forcément parce qu'elle est sourde, mais parce que, mimétisme familiale. Et puis, il y a les sonneries, il y a enfin, toutes ces choses que vous connaissez très bien, hein, que vous exprimez dans les enquêtes de santé publique et qui vous gênent. Mais ayez en tête qu'individuellement, on est tous producteurs de bruit. Ce n'est pas que la personne qui a ce timbre de voix qui nous gêne, ce n'est pas que la personne qui parle plus fort que les autres, c'est aussi, on est tous à notre manière producteurs de bruit et ça va générer ce bruit collectif et cette dose de stress acoustique. Donc, comment faire? Pour éviter de cristalliser et d'altérer la relation humaine et ce plaisir de travailler ensemble et d'être ensemble, il est préférable, de mettre en place des astuces que nous allons voir, de suite. Bien entendu, il y a l'acoustique, il y a le matériel, mais dans nos comportements, rappelons-nous, ces fameuses règles de communication, le qui, où, quoi, quand, comment. Est-ce que tout doit se dire partout à n'importe qui? Et notamment quand on est sur des îlots collectifs, est-ce que vraiment ça concerne tout le monde, et cetera. Donc vraiment se poser la question de manière à s'organiser, d'aller dans des zones de repli, formelles ou informelles en fonction des sujets, mais pas rester sur l'espace collectif. Et puis, bien entendu, une autre astuce, c'est plutôt que de cristalliser sur un individu qui va mettre vraiment générer des tensions au sein de l'équipe, se prendre des temps dans les temps de réunion collective, de service, etc., de prendre un petit temps sur cette question de la QVT, d'intégrer dans la question de la santé QVT, bah, cette question du bruit. Comment ensemble, au niveau de notre équipe, on régule ça pour qu'on soit encore mieux et puis que ça contribue à une meilleure performance et qu'on se sente mieux en fin de journée pour éviter d'être harassé. Et ça, on a un vrai levier. Il est préférable collectivement de se le dire et de mettre en place des petites règles de vie ensemble pour éviter de créer des crispations inutiles. Ça, c'était le temps collectif, mais aussi, le télétravail. Alors le télétravail, on a eu une grosse découverte là pendant l'expérience de la covid où on a beaucoup basculé en télétravail, à peu près 34 des actifs en poste de travail ont basculé en télétravail. Heu, Effectivement, ça permet de réguler la fatigue liée au déplacement, et cetera. Mais on s'est rendu compte que si on se cale sur le plan de l'oreille, l'oreille reste très sollicitée. Pourquoi? Parce qu'en télétravail, on a vite été, vers les écouteurs ou les casques et notamment écouteurs et casques de loisirs pour suivre les visioconférences, les réunions à distanciel et cetera, pour couvrir le bruit, environnant puisqu'il y a pu y avoir des membres de la famille qui étaient aussi en télétravail ou des enfants dans les parages. Simplement, les écouteurs basiques fournis par les fabricants de smartphones n'ont pas la caractéristique de bien couvrir la pollution sonore extérieure. Donc on est obligé d'augmenter le volume. Donc imaginez si vous passez, votre matinée avec les écouteurs, puis ensuite l'après-midi avec les écouteurs, les oreilles n'ont pas été créées pour ça.
Les mécanismes de l'oreille sont les mêmes depuis la création de l'homme. À l'époque, on montait dans les arbres pour aller cueillir les fruits. Il n'y avait pas toute cette puissance sonore autour, hein. Tenez bien, ayez bien en tête que l'oreille n'a pas muté, ne s'est pas mutée, ne s'est pas s'auto-régénérer. Les mécanismes sont les mêmes. Mais malgré tout, toute notre dose de stress acoustique, la puissance des émissions sonores n'est pas la même. Et les écouteurs en fait partie, hein, quand on augmente le volume avec des écouteurs qui ne couvrent pas le bruit extérieur, on est obligé d'augmenter le volume. Donc, des casques couvrants ou des casques à réduction de bruit peuvent déjà permettre de réduire la nécessité d'augmenter le volume, mais quel que soit le matériel utilisé, ça reste de la quantité d'énergie physique exercée sur les cellules de l'oreille. Donc, bien entendu, après, on va prendre le téléphone, etc. Euh, donc, vous voyez que ça constitue quand même une dose. Donc, comment faire? Bien entendu, il y a des astuces. Eh bien, on va moduler les formes d'écoute. Un petit peu d'écouteur, on lâche, on passe sur l'enceinte de l'ordinateur. Bien entendu, peut-être qu'on va tendre un petit peu l'oreille, mais on revient un petit peu en écoute naturelle. Le son est plus à distance, hein, la dangerosité du son, pardon, excusez-moi, provient à la fois de l'intensité, c'est-à-dire du volume, de la durée d'exposition, et puis il y a le phénomène de distance. Plus on met loin de l'oreille, plus on éloigne la puissance, hein, acoustique. Donc l'enceinte, même si on tire un peu l'oreille, l'enceinte de l'ordinateur, on peut utiliser des enceintes nomades, voilà, de moduler les formes d'écoute, hein, pour l'oreille. Et puis il y a un grand principe qui va être le temps de récupération. Idéalement, si vous pouviez entre deux visioconférences, deux réunions en distanciel ou dans le temps du déjeuner, mettre un petit peu les oreilles au repos, ce qui ne veut pas dire aller dans le silence, c'est mettre les oreilles au calme, pas de télé, pas de radio à fond, pas de musique à fond, du calme. Voilà, du calme, voilà, d'une ambiance naturelle, sans tous ces apports-là, pour que l'oreille se repose, que les cellules sensorielles sortent de l'engorgement du stress acoustique. Et vous verrez, vous repartirez en après-midi avec beaucoup plus d'oreilles alertes, c'est-à-dire de capacité à suivre rapidement, à décoder rapidement, etc. C'est une vraie règle. Si en plus, dans le cours de l'après-midi ou de la matinée, vous pouvez aussi intégrer des temps de récupération, c'est vraiment l'idéal. Parce que la règle d'or, effectivement, mais c'est la même règle d'or dans les loisirs, les temps de récupération. C'est vrai que dans les loisirs, on l'a dit tout à l'heure, il faut porter des protecteurs quand on fait du tir de loisirs, quand on fait du bricolage, quand on fait un jogging avec les écouteurs à plein volume, ça n'a pas de cohérence globale. Possiblement, vous pouvez de toute façon augmenter la dose de stress acoustique, donc toute cette gêne momentanée et la mise en difficulté du cerveau. Et puis, a fortiori, on peut créer un acouphène, on peut créer une surdité, des causes qui peuvent être évitables, hein, en faisant autrement. Donc, pensez bien à gérer cette oreille, à gérer également des meilleurs matériels d'écoute quand vous voulez vraiment écouter, sachant que les oreilles ne sont pas contre. Mais en théorie, les écouteurs, ce serait 1 heure par jour à moitié de volume, hein, vous voyez qu'on en est loin tous. Mais la grande règle d'or pour l'oreille, c'est ce fameux temps de récupération, hein, et les 7 heures de nuit de sommeil peuvent correspondre vraiment à ce besoin pour l'oreille, sachant que nos modes de vie sont en train de se modifier avec ces fameux écouteurs, où on a tendance aussi à les utiliser pour l'endormissement. Ce qui fait que même si vous avez le sentiment de ne pas écouter la musique parce que vous vous endormez, la quantité d'énergie physique du son, elle est là. Donc, ça va continuer. On va augmenter cette dose d'exposition et donc cette dose de stress acoustique et on va réduire le temps de récupération si on s'endort avec des écouteurs. Donc attention, et ça ne concerne pas que les ados. Dans les enquêtes de santé publique que nous menons, ça ne concerne pas que les ados. Vous aussi, trentenaires, quarantenaires, vous êtes concernés pour un grand nombre. Attention, on réduit le temps de récupération, ce qui fait que le lendemain matin, vous vous levez, votre oreille est fatiguée puisqu'elle n'a pas eu suffisamment le temps de récupérer.
Oreille fatiguée veut dire qu'on démarre avec des gènes momentanés de compréhension de la parole, des mises en difficulté du cerveau. Da, 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 da. Et a fortiori, bah, la cellule va lâcher, hein. Et si elle lâche, effectivement, survenue de sifflement, bourdonnement, c'est l'une des causes où surdité peuvent survenir, hein. Donc, vous voyez que tout ça est évitable en faisant autrement, dans une nouvelle hygiène de santé, intégrant bien l'oreille, les besoins naturels de l'oreille, et sachant que les besoins naturels de l'oreille, si on les améliore, c'est pour encore aussi être au service du cerveau, vraiment améliorer les interactions cerveau-oreille et les 3 fonctions clés de l'audition au quotidien. Donc là, nous avons un vrai potentiel, nous avons un vrai levier pour au quotidien améliorer notre vitalité, notre traitement d'informations par le cerveau et sa capacité, et puis la stimulation du cerveau. Et ça, c'est aussi valable, bon, là, je vous parle de dose de stress acoustique qui va amener une gêne momentanée de compréhension de la parole. Et puis quand il y a des accidents qui amènent la surdité ou le vieillissement naturel qui va possiblement amener la presbyacousie, bien entendu, dans ce cadre-là, réduire ensemble, collectivement, individuellement, la dose d'exposition sonore va aussi permettre, quand on a besoin de porter des aides auditives, de pouvoir suivre, de pouvoir être moins gêné également. Le bruit gêne tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on porte des aides auditives qu'on va pouvoir avoir une oreille supersonique au-delà des possibles. Les aides auditives ont de nombreux apports merveilleux pour nous permettre de bien maintenir les interactions entre le cerveau et le système auditif, et permettre de bien stimuler le cerveau, de pouvoir être en instantané, hein, au fonctionnement du cerveau. Mais il y a des limites. S'il y a trop de bruit, on ne peut plus suivre non plus. Et de même, quand il y a des acouphènes, on est gêné. Le bruit va venir, même si le bruit vient couvrir les acouphènes et peut éviter ce sentiment d'envahissement. Pour autant, s'il y a trop de bruit, on devient tout gêné, gêné dans la compréhension de la parole. Je reviens sur les acouphènes, je reviens sur la perte auditive. Il est absolument indispensable de consulter. Quand vous avez des acouphènes ou des pertes auditives, le médecin ORL est le médecin spécialiste des oreilles et des acouphènes. Les acouphènes font partie des symptômes ORL. C'est donc les médecins ORL qui sont spécialistes de l'oreille et des symptômes acouphènes. Il est absolument nécessaire de consulter pour vérifier, faire des examens, vérifier toutes les causes, en tout cas, et identifier des causes de survenue de vos acouphènes, identifier et grâce à des examens médicaux. Et puis, surtout, il y a des solutions, soit au travers des aides auditives qui peuvent venir, grâce à des programmes, aider à gérer les acouphènes. Et quand on n'a pas de surdité associée aux acouphènes, il existe aussi des solutions d'accompagnement pour ne pas être envahi dans sa vie personnelle, professionnelle et psychologique et sa santé. On a des solutions d'accompagnement. Il existe des réseaux d'accompagnement pluridisciplinaires dans tous les CHU de France. Et la liste, vous la trouverez sur france-acouphènes.org, association de patients acouphéniques d'intérêt général, neutre et indépendante. Vous trouverez toute la liste sur france-acouphènes.org, qui a aussi une ligne d'écoute, hein, si vous êtes en difficulté, et qui a aussi des relais dans les CHU, des relais d'accueil, hein, pour pouvoir échanger. Vous n'êtes pas seul, 7 millions environ de personnes souffrent d'acouphènes en manière permanente et environ 16 millions de manière irrégulière au global, irrégulière ou permanente au global, hein. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a la cellule de santé au travail au sein du CEA qui peut aussi, vous pouvez échanger avec les médecins de santé et toute l'équipe de santé au travail. Ne restez pas seul. Dans le domaine de l'audition, il y a plein de choses, même si la presbyacousie est naturelle, pour autant, il y a des choses à faire. Elle est normale à partir d'un certain âge pour une grande partie de la population, mais normal ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a des solutions et ces solutions sont là pour aussi permettre toute la vivacité du cerveau, hein, quelle que soit la gêne auditive. Voilà. Et puis, nous avons un levier au quotidien, hein, je reviens dessus,
qui est l'objet aujourd'hui de cette conférence, c'est cette gêne du bruit qui va venir mettre en difficulté le cerveau. Et ça, là-dessus, individuellement, collectivement, on peut vraiment le travailler. Donc, remettons vraiment tous ces mécanismes en place, sortons de l'ignorance par méconnaissance, de manière à avoir ce vrai levier pour vraiment tous retrouver encore plus de vitalité, éviter d'être fatigués en fin de journée au point de ne plus avoir envie d'avoir besoin d'un sas, le temps de reprendre contact avec ses proches et puis faciliter le bien vivre, le bien vieillir, de travailler ensemble, éviter toutes ces crispations dues au bruit. N'oublions pas que le bruit est quelque chose de toxique, même si nous avons le sentiment, et c'est le grand mouvement là en ce moment dans notre société, que le bruit c'est le mouvement, c'est le dynamisme, mais n'oublions pas que le bruit nous amène dans le surstress, dans cette croyance de dynamisme, il nous amène dans le speed, donc à générer des hormones qui amènent au surstress. Le surstress n'est pas bon pour notre cardiovasculaire, il n'est pas bon pour notre santé et il n'est pas bon pour notre oreille. Donc, sortons vite de cette fausse croyance qu'on est le bruit amène le mouvement, le dynamisme et que le silence est quelque chose d'anxiogène. Mais au niveau de l'oreille, vous l'avez compris, l'idée n'est pas d'aller faire des retraites en monastère et d'aller se mettre dans le silence, c'est de se mettre au calme, c'est-à-dire un environnement sonore naturel autour de 30 décibels, c'est-à-dire une rue passante modérée, des feuilles le vent dans les feuilles des arbres, c'est ces repères-là. C'est un tiers du volume maximal de votre smartphone, hein. Donc, nous avons un vrai levier. C'est ce que nous voulions vous faire découvrir aujourd'hui au travers de cette conférence avec la direction de la RSE, la QVT, le service de santé au travail de votre groupe, le CEA de Grenoble. Un grand merci à tous d'avoir participé à cette conférence. N'hésitez pas à poser des questions j'y répondrai via mail par l'intermédiaire de Monsieur Bruno Renard du service de santé au travail, avec grand plaisir de répondre à vos questions. Prenez soin de vous, prenez soin de vos oreilles.